Bonjour et bienvenue pour cette table ronde, quand les formes deviennent attitudes, when forms become attitude. Cette table ronde est organisée dans le contexte d'une cycle de rencontres sur le sujet de discours critique en art et design, organisé par l'unité de recherche, design et création de l'ESSADS, et soutenu par le ministère de la Culture en partenariat scientifique avec les archives de la critique d'art et Artpress. Dans le cadre de cette table ronde consacrée à la performance en tant que pratique contemporaine de la critique, nous nous intéressons pas seulement à la performance comme action qui fait œuvre, mais aussi à la performativité de l'artefact et sa capacité à créer des valeurs idéologiques modélisant nos réalités quotidiennes. Et pour cela, aujourd'hui, je suis accompagnée de trois intervenantes. David Zerbib, Juan Albarrán et Anaïs Marion. David Zerbib est chargé d'enseignement en philosophie de l'art à la HED, la Haute École d'Art et de Design de Genève, ainsi qu'à la ESAAA, l'École supérieure d'art Annecy-Alpes. Ses recherches portent sur la performance et ont donné lieu à de nombreuses communications et publications en France et à l'étranger. Il dirige actuellement la publication de In Octavio, des formats de l'art, qui est une publication apparue en 2014 par les Presses du Réel et les éditions de l'École supérieure d'art Annecy-Alpes. Je suis accompagnée aussi de Juan Albarrán Diego, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université autonome de Madrid. Ses recherches et son enseignement portent sur les pratiques et les théories de l'art contemporain. Parmi ses sujets de recherche spécifiques, on peut citer les relations entre l'art et la politique en Espagne depuis la transition vers la démocratie, l'art de la performance et la représentation de la torture dans la culture visuelle contemporaine. Juan Albarrán Diego fait en outre partie de l'équipe Modernité décentralisée, un programme de recherche en collaboration avec les archives de la critique d'art. Et nous sommes aussi accompagnés d'Anaïs Marion, qui est artiste-auteur. Elle a fait partie des artistes exposés dans le cadre de la Biennale Artpress des jeunes artistes, qui avait lieu du 3 octobre au 29 octobre. Initialement, en fait, cette exposition a été prévue jusqu'au 22 novembre. Malheureusement, ça a dû être arrêté plus tôt. Et cette Biennale Artpress des jeunes artistes, elle avait lieu justement au Musée d'art moderne et contemporain et à la Cité du Design à Saint-Étienne. Anaïs Marion, pour parler rapidement de sa pratique, mais elle va en parler plus profondément plus tard. Sa pratique se base sur la recherche et s'organise en grand ensemble et s'ancre dans des enquêtes au long cours. Ces investigations allient méthodologie scientifique et mise en scène de l'absurde. Sa réflexion sur l'écriture de l'histoire donne une importance particulière aux gestes archivés qui se laissent la possibilité d'évoluer avec le temps et qui tentent de rendre sensibles des récits confisqués. Et elle engage ainsi une relation personnelle avec la mémoire collective en procédant par collecte, itinérance, inventaire et narration. Et pour cela, je vous invite maintenant de lancer une petite vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu voir sa performance en live. Alors ici, un petit avant-goût de sa performance 762 qui dure normalement 20 minutes. Je vous invite de regarder la performance en entière
à travers un lien qu'on va communiquer. Là, on va regarder ensemble un petit extrait qui me semble être une bonne début pour engager la discussion, la table ronde. Merci. Ceci est une munition pour fusil d'assaut de calibre 7,62 par 51 mm. C'est la munition standard pour les armes de petit calibre entre les pays de l'OTAN. Sa vitesse moyenne est d'environ 838 mètres par seconde. À sa mise à feu, cette cartouche de 9,33 grammes dégage une énergie équivalente à 3275 joules. Populaire parmi les chasseurs américains, elle est particulièrement appréciée pour la chasse à l'élan, au chevreuil, à l'ours et au grizzly. Ce calibre aura très largement été utilisé pendant la guerre du Vietnam, la première guerre du Golfe, la guerre d'Afghanistan ou encore l'invasion de l'Irak. La boîte de 20 cartouches se vend sur Internet à 20 €, soit 1 € la cartouche. Moins populaire que la russe 7,62 par 39 mm, tirée par le célèbre AK-47, elle est comme son homologue, critiquée pour sa puissance excessive. Sa grande capacité de pénétration lui permet de passer à travers un mur de briques, une tôle en métal ou une légère épaisseur de béton. À vrai dire, ceci n'est pas vraiment une munition de calibre 7,62. Ceci est un souvenir de mes vacances en Normandie. Le chemin de visite du musée du Tabitch m'avait amené à la boutique souvenir et c'est là, parmi les mugs aux couleurs du drapeau américain, les t-shirts Remember et les porte-clés D-Day, que j'ai trouvé un petit panier vert plein de munitions. Je l'ai acheté en l'état pour 2 €. Elle était un peu rouillée, ou en tout cas avait l'air d'être assez vieille. On avait retiré la poudre qui aurait permis la mise à feu du projectile, le privant de son usage premier pour devenir un objet souvenir. Je décidai de l'acheter en me demandant comment était-il possible de gérer l'approvisionnement en matériel authentique 70 ans après les faits, au vu du nombre de touristes qui visitent les lieux chaque année. Je n'avais pas réalisé que je tenais dans mes mains une vraie munition qui n'en était plus une. Je ne me doutais pas non plus que cette balle aurait pu être, au plus loin, mise en circulation 10 ans après le 6 juin 1944. Issu des recherches de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, le calibre 7,62 américain est mis sur le marché qu'en 1954. Et je l'avais visiblement payé au double de son prix d'achat neuf. Je n'avais pas pensé à tout cela, et je n'avais d'ailleurs jamais touché ni une arme, ni une munition. Pourtant, l'objet m'était familier.
Merci beaucoup, Anaïs, pour ce premier extrait qui lance bien notre table ronde. Pour commencer, j'aimerais discuter trois termes qui sont intrinsèquement liés: la performance, la performativité, le performative. Et ici, il ne s'agit pas d'établir une définition précise ou définitive, mais de mettre en scène une confusion terminologique. David Zerbib, si ouais, vous pouvez nous éclaircir un peu sur ces trois termes. Alors effectivement, pour répondre à ces questions concernant les aspects de notions, vous dites, Simone, qu'il y a un risque de confusion. Et effectivement, ça impliquerait donc de rentrer dans un travail de précision théorique et conceptuelle pour revenir sur les définitions de ces différentes notions: performance, performativité, performatif et autres, peut-être aussi, à ajouter encore pour ajouter peut-être à la confusion. C'est un travail à faire, je pense, effectivement. Il faut revenir sur les notions et faire un travail de distinction. Et en même temps, je crois que c'est assez intéressant. La confusion elle-même est intéressante, en fait. Dans la mesure où, et ça c'est une idée qui vient un petit peu de la philosophie du langage ordinaire, dont un des termes est issu, à savoir la notion de performatif. C'est-à-dire que dans les usages, dans nos usages du langage, dans nos usages des notions, les usages ordinaires, alors là, on est dans le champ de l'art, le champ de la critique d'art, et donc on peut dire qu'on n'est pas véritablement dans ce qu'on appelle le langage ordinaire. Il a ses spécificités techniques, il a ce langage, une technicité, un référencement théorique même, et donc c'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler le langage ordinaire. Mais néanmoins, le glissement sémantique par lequel, pour parler de performance dans la critique d'art, on utilise la catégorie de performativité, ce glissement, il faudrait juste préciser un peu en quoi il consiste, ce glissement, il signale quelque chose. Alors on peut dire, si on regarde philosophiquement, précisément, on peut s'interroger, c'était d'ailleurs le titre d'un article que j'avais publié dans Art Press, qui est partenaire de cet événement. La performance est-elle performative ? Est-ce qu'il est justifié de parler de performativité à propos de performance ? C'est un peu paradoxal de dire ça, mais en toute rigueur, d'un point de vue philosophique, on peut se poser la question, et on peut pointer un caractère un peu paradoxal qui consisterait à parler de performativité à propos de performance, dans la mesure où, donc d'un côté, la performance, qu'est-ce que c'est ? Bon, tel qu'on l'entend ici dans le champ, disons, de l'art, c'est une catégorie d'œuvres dont le principe est d'être fondé sur l'accomplissement d'un acte ou d'un geste qui vaudrait artistiquement pour lui-même, c'est-à-dire indépendamment de l'idée d'un acte producteur dans lequel on pourrait détacher le produit de l'opération de production, hein, comme dans une logique un peu poétique, au sens, disons, des Grecs, c'est-à-dire bon, une production dont l'effet et le produit est détachable. Le sculpteur dans son atelier, par exemple, produit une forme, et ce qui est produit, à savoir l'œuvre sculpturale, on peut la détacher de ce geste, elle est séparée, c'est quelque chose qui peut être pensé, vu, expérimenté après, à distance, indépendamment d'un point de vue ontologique de l'acte même, et de l'événement de l'acte, et il peut être par exemple cet objet exposé et apprécié dans son autonomie d'objet. En revanche, la performance, évidemment, fait sens vers plutôt une sorte de praxis, c'est-à-dire où l'acte de production n'est pas séparable de ce qu'il produit, comme dans le geste du danseur, par exemple. On ne peut pas, évidemment, dans la performance du danseur, détacher l'œuvre du geste d'accomplissement. Donc ça, simplement, très, très simplement, là, pour revenir à cette notion de performance, en art, qui, au fond, n'apparaît comme catégorie d'œuvre vraiment très, comme ça, dans les usages de la critique d'art,
que vers le début des années 70, en fait, véritablement. C'est-à-dire c'est le moment où on commence à rassembler sous un même concept, à subsumer comme ça sous un même concept des pratiques qui sont très très diverses, qu'on appelle action, qu'on appelle event, qu'on appelle événement, qu'on appelle situation, qu'on appelle intervention, etc., etc. Chaque modalité a presque sa propre dénomination, sa propre terminologie, mais prenant acte historiquement d'une espèce de convergence dans l'idée de l'art doit agir, et ce qui fait œuvre, c'est avant tout l'événement de la production, dans l'espace-temps réel de l'effectuation de ce geste, donc avec un accent très fort mis sur la présence, et sur l'ici et maintenant. Prenant acte de cette convergence, on a construit, forgé cette catégorie d'art-performance, performance art, puisque c'est surtout d'abord aux États-Unis que cette catégorie a été marquée, avec ce sens très général. Alors qu'à un moment, bon, la notion de performance pouvait être, disons, distincte de la notion d'action, mais pour des besoins critiques, des besoins théoriques et historiques aussi d'analyse, on a eu tendance à rassembler des formes extrêmement diverses sous cette appellation. Donc, si on regarde un peu comment les artistes et les critiques ont théorisé cette forme, cette catégorie d'œuvre au moment où elle émerge véritablement, on pourrait identifier 4 grands paramètres. On pourrait dire des paramètres un peu ontologiques, c'est-à-dire à la question de savoir qu'est-ce que la performance, on pourrait répondre en regardant comment les artistes en parlaient, comment les critiques, quand ce terme est arrivé comme un élément important du débat, comment il était finalement articulé. Il y avait la question évidemment très centrale de la présence, qui viendrait opérer comme une espèce de geste et de position critique contre les logiques de représentation, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe ici et maintenant qui compte artistiquement, et l'effectivité d'un geste ou d'un acte ou d'une situation ou d'un événement, plutôt que ce que cet acte ou cet événement ou ce produit vient réactualiser qui serait déjà donné par ailleurs. Donc c'est ce qui se passe ici et maintenant qui compte. Donc ça, la question de présence qui a été très très thématisée dans les discours sur la performance et les théories de la performance. La question du corps aussi, paramètre de matérialité, quel est le médium au fond essentiellement de la performance, historiquement, notamment avec les formes emblématiques du body art, c'est la question du corps. Il y a la question de la singularité, les choses n'arrivent qu'une seule fois, et puis l'effectivité politique de la transgression, c'est-à-dire qu'en fond, ce geste aurait avant tout comme propriété de rompre les limites, de dépasser des frontières éthiques, politiques, morales et esthétiques évidemment. Et on pourrait, à l'appui de ces discours, citer un grand nombre d'œuvres qui sont sans doute connues des auditeurs ou de cette table ronde. Donc ça serait un premier point, mais en fait on peut très vite cette définition un petit peu nominale pourrait se complexifier, et ça peut être une manière aussi d'en rentrer déjà un peu dans le débat, en pointant le fait que finalement on se rend compte, et notamment avec le recul historique, que la question de la présence n'est pas si ontologiquement incontournable. En tout cas, elle est problématisée à travers l'effectivité de l'œuvre dans les enregistrements, les traces, les documents. Ça, c'est une grande question contemporaine. La singularité de l'œuvre, elle est aussi problématisée par tout le travail de répétition, de reenactment qui a eu vraiment énormément de retentissement à partir notamment des années 2000. Le corps comme médium essentiel, bon, il est lui aussi problématisé à travers le rôle central d'image, de différentes logiques linguistiques, de signes, de processus symboliques qui viennent mettre le corps à distance finalement. Et puis la question de la transgression, là, elle est aussi très très mise en question par le fait qu'on se rend compte que la performance n'incarne pas forcément une espèce de régime d'exception. En tout cas, elle a pu représenter ceci, mais d'une certaine manière, la performance vient nommer également un certain ordre social. C'est-à-dire pas seulement une forme de transgression, mais aussi un certain ordre, un ordre qui fonctionne sur le mode de la performance. Et c'est là où on peut justement articuler cette
cette première réflexion sur la performance aux notions de performativité, dans la mesure où, et ça permet aussi de montrer la tension entre les notions là. C'est que concomitamment au déploiement de la pratique de performance, on a dans la pensée, dans les discours techniques, dans les discours managériaux, dans les théories informatiques, et quel que soit le champ technique où ces réflexions se déploient, l'enjeu de la performance qui apparaît dans la deuxième moitié du XXe siècle comme quelque chose de vraiment essentiel, au point que quelqu'un comme Jean-François Lyotard, par exemple, dans La condition postmoderne, parlait de l'esprit de performativité généralisée. Et alors, dans ce sens-là, performance, ça n'a aucun rapport avec la performance transgressive d'un artiste de body art, par exemple. Dans ce sens-là, la performance, c'est la maximisation d'un système input-output. Combien d'énergie je mets dans le système, combien j'obtiens. Combien de ressources j'engage dans un processus, qu'est-ce que j'obtiens, au sens y compris capitaliste de l'affaire. Donc, on est loin ici simplement de la performance entendue sous l'angle comme ça d'un geste transgressif. Donc, ça permet déjà aussi de complexifier un peu notre rapport à cette notion, au point que ce qu'on peut proposer, alors là, juste simplement, oui, une petite parenthèse sur cette question de performativité. Je parlais de Jean-François Lyotard, le théoricien aussi évidemment incontournable sur cette question-là, c'est le philosophe du langage John Austin, qui en 1955, c'est à peu près la date à laquelle commence à être mis en circulation, si j'ai bien suivi la performance d'Anaïs Marion, c'est la période où commencent à être mises en circulation ces balles de calibre 7,62, donc, qui est 1954. Donc, d'une certaine manière, la notion de performatif est lancée en même temps que cette balle de 7,62. Quelqu'un a dit que Austin avait eu une espèce de trajectoire de météorite dans la philosophie. On pourrait dire qu'il a eu une sorte de trajectoire, alors évidemment en un sens très pacifique, de balle de 7,62, au sens où il a traversé en un temps très très court le champ de la pensée et de la philosophie pour produire un impact énorme, en fait. Un impact énorme, bien au-delà de la philosophie du langage, puisque dans la critique d'art, le mot de performativité est aujourd'hui extrêmement courant, et au point que même c'est une espèce de terme, un paradigme peut-être, on pourrait dire, du discours de la critique d'art contemporaine. Donc Austin, en deux mots là, j'espère que je ne serai pas trop long, mais en deux mots, ce qu'il découvre dans le langage ordinaire, c'est que le langage ne fait pas que décrire la réalité, mais il agit sur le réel. C'est l'énoncé qui est producteur d'effets. En fait, voilà, on exécute pas seulement des constats sur la réalité qu'on pourrait sanctionner par le vrai et le faux, mais on accomplit des actes en parlant, en produisant des énoncés, et c'est en tant qu'acte que le langage opère. Voilà. Donc cette dimension performative est une sorte d'élément qui est venu ensuite être investi, qui a été investi par le champ de la théorie de l'art pour parler de la propriété d'une performance. La dimension de performance qu'il y aurait dans un artefact, par exemple, ou une œuvre, ou bien parler de l'effet d'une œuvre de performance. Mais c'est paradoxal, parce que Austin, dans sa fameuse conférence de 1955, donc une fois lancée comme une balle de 7,62, traverse une espèce de première cloison de béton, disons, qui est l'art, justement, le théâtre, en fait. Il explique, et il la traverse, cette cloison. Il a pas buté dessus, parce qu'il dit, mais attention, là, il y a quelque chose qui ne tient pas. Les énoncés performatifs prononcés par un acteur sur scène correspondent à des usages parasitaires du langage, et donc on ne le prend pas en considération dans notre étude. C'est ce qu'il explique. Donc d'une certaine manière, le performatif ne peut pas être artistique. En tout cas, la performance de l'acteur, mais on pourrait dire aussi la performance
la performance d'Anaïs Marion, par exemple, qui produit des énoncés dans un cadre artistique, on pourrait dire, on ne devrait pas, d'après Austin, en parler en tant que production d'énoncés performatifs. Mais c'est évident que là, c'est une espèce de réserve un petit peu une sorte de propédeutique qui appellerait ensuite des réflexions plus approfondies sur ce qu'il en est des énoncés performatifs lorsqu'ils sont dans le champ artistique, bien sûr. Et la performance joue évidemment beaucoup sur le trouble qui peut opérer à partir justement des conditions d'effectivité et d'opérativité du langage. Ça, c'est clair, et la performance d'Anaïs Marion le montre justement très bien. Et dernière remarque, on pourrait dire aussi que à partir du moment où, confrontant le sens de la notion de performance tel qu'il apparaît dans les arts, avec différentes théories de la performativité, issues soit du champ de la réflexion sur un certain ordre technoscientifique, économique, nourri d'une espèce de logique d'opérativité technique sur la maximisation de l'input-output chez Lyotard, ou du côté de la philosophie du langage, dont évidemment Lyotard aussi s'inspire. Dans cette confrontation, on peut être amené à considérer qu'au fond, ce que désignerait la performance, c'est pas tellement un type d'œuvre ou un type d'objet, ou pas d'abord un type d'œuvre ou un type d'objet artistique ou d'artefact, mais peut-être une manière de considérer, de prêter attention à certains types de processus, d'événements, de situations, y compris en dehors du champ de l'art. La performance viendrait d'une certaine manière intensifier un certain type d'analyse et de regard sur les choses, sur la vie, les êtres, les processus, y compris techniques, le langage, ordinaire ou non, et intensifierait certaines de ses propriétés. Donc ça, c'est l'idée, ce serait un peu l'idée que, au fond, il y a d'un côté la performance comme chose, on pourrait dire, voilà, il y a une œuvre qui s'appelle performance et qui appartient à un certain type de définition, qui répond à un certain type de définition, disons, et puis il y a la performance comme cadre pour appréhender toute chose, en fait, toute œuvre. C'est-à-dire, c'est l'idée de voir comme. On peut voir, au fond, énormément d'artefacts, énormément de situations, comme une performance. C'est ce que nous a appris l'art aussi. C'est l'enseignement d'Alan Capro, par exemple, lorsqu'il nous parle des activités comme étant juste une opération d'attention. C'est une sorte de cadrage que je transporte avec ma conscience et mon regard et que je déplace dans le réel et qui, par le fait même de dire que ceci pourrait être une performance, par cette simple opération, il y a des propriétés sensibles qui viennent être intensifiées et donc qui déploient des capacités de réflexivité nouvelle, voire d'action, de compréhension, dans un cadre, une sorte de cadre expérimental. Orlan disait dans un débat dans les années 80 que la performance, au fond, a un cadre vide dans lequel les pratiques viennent s'interroger. J'aime beaucoup cette idée, l'idée d'un cadre vide. Soit on peut remplir ce cadre en disant bon, la performance doit obéir à telle et telle définition, telle propriété, ou bien on dit c'est l'opération même d'un certain type de cadrage, voilà, en quoi consiste la performance. Les deux ne sont pas nécessairement antinomiques, mais je crois que c'est intéressant aussi de déplacer le questionnement de ce côté-là, parce que ça ouvre évidemment des pistes, aussi même pour penser la question de la performance contemporaine. Mais on reviendra sur ça peut-être après. En fait, je ne sais pas si les autres intervenants souhaitent rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit. Sinon, en fait, moi, j'aurais envie de revenir sur la notion de la performance en tant qu'action qui fait œuvre, comme une manifestation critique. Et justement, Juan Albarrán, pourrions-nous ici retracer, mais vraiment dans les grandes lignes, l'émergence de la performance en tant qu'action et ou en tant qu'espace critique qui questionne des ordres établis de la représentation?
justement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, David, la performance qui re-questionne des ordres établis de la représentation. Bon, merci beaucoup, Simone, pour l'invitation et pour la présentation. Je vais parler en espagnol. Je suis désolé, je ne me sens pas capable de parler en français. Alors, bueno, en primer lugar me gustaría decir que estoy de acuerdo con mi colega David Servit en que quizá lo más interesante de la performance, lo que nos trae aquí, el por qué estamos aquí discutiendo es precisamente la confusión terminológica entre esos conceptos de performance, performatividad, performativo. Particularmente también me gustaría decir que como historiador del arte, pues lo que más me ha interesado de la performance es precisamente el hecho de que sea una práctica transgresora, pero también el hecho de que sea un territorio limítrofe, un híbrido, en el que confluyen otras disciplinas como la danza, la arquitectura, la antropología, la lingüística, las artes escénicas o los movimientos sociales, digamos que en cierto modo se confunden en ese vasto territorio que hoy en día ocupa la performance entre varios campos del saber. Al mismo tiempo también querría decir que la performance define parte de mis objetos de estudio que tienen que ver con la historia del arte, pero también otros elementos que no tienen que ver tanto con la historia del arte, pero que a mí me interesan y me divierten mucho más que la performance. Por ejemplo, un partido de baloncesto o un concierto de rock que también, desde la óptica de los performance studies anglosajones, en cierto modo, digamos que encajan en esa definición de lo que la performance puede llegar a ser. También me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que la performance no solo delimita un campo artístico que tradicionalmente ha sido entendido como transgresor, progresista, contrahegemónico, contestatario, como ya ha apuntado David Servit, sino que también la performance emerge como un cierto riesgo, como una llamada de atención, como un reto, ¿no? También David hace un momento hacía alusión a ese otro sentido de la performance que tiene que ver con lo económico, con lo puramente empresarial. Ya en 2001, un teórico estadounidense, John Mackenzie, publicó un libro maravilloso que se titula Performance or Else, en el que identifica varios tipos de performance. Y uno de esos sentidos de la performance tiene que ver con la gestión de los recursos, con lo que él denominaba management performance. Digamos que es la performance que se refiere al rendimiento, a la producción organizativa y que en un marco empresarial conlleva o exige altas dosis de innovación, de creatividad, de intuición, que por cierto son cualidades muy relacionadas con el hecho artístico, pero también implica esa performance una cierta presión sobre el trabajador, una precarización, una flexibilización de sus condiciones de trabajo y, por cierto, una aceleración de las dinámicas alienantes que todos sufrimos en el mundo actual. Así que la performance, en efecto, tiene que ver, o lo performativo, tiene que ver con una tradición transgresora que nos interesa, pero también con algunos de los elementos más perversos que todos sufrimos en nuestras vidas, ¿no? En cierto modo, pues la performatividad tiene que ver o aproxima el arte de la performance, el performance art, a las dinámicas económicas del capitalismo avanzado y sus formas de subjetivación, los procedimientos a través de los cuales, digamos que el poder económico y social de nuestro tiempo nos convierte en sujetos, nos sujeta. Y yendo directamente a la pregunta que estaba proponiendo Simón, pues en efecto la performance digamos que es una práctica que cuestiona los fundamentos de la representación. Como ha apuntado hace un momento David Servit, la generalización del término performance en el campo del arte contemporáneo, su generalización como performance art, no se produce hasta, yo diría, la segunda mitad de los años 70. Es en ese momento cuando aparecen un conjunto de festivales, de revistas, de bienales que digamos que empiezan a generalizar, a aceptar el término performance. Por ejemplo, aparece la revista High Performance en Los Ángeles en el año 78. Por ejemplo, en ese mismo año, en el año 78, la Galería Remont de Varsovia produce un primer encuentro internacional sobre performance.
prácticamente al mismo tiempo, en el año 78 también, el crítico Hubert Besarcier y la artista Orlan ponen en marcha un simposio internacional de arte de performance en Lyon. Y también en el año 79 el crítico argentino Jorge Blusberg publica un libro titulado El arte de la performance. Por tanto, es a finales de los 70 cuando empieza a tejerse una densa red de iniciativas en torno a un concepto que va a ser muy exitoso. Probablemente digamos, el hito más importante a ese respecto creo que es este libro que tengo por aquí, un libro clásico de la historiadora del arte británica Rosalie Goldberg, Performance, Life Art, desde el año 1909 hasta nuestros días, un libro que en cierto modo marca un antes y un después en la historia de la performance. Es el libro que en cierto modo establece un modelo para historiar la performance como un elemento más dentro de la historia del arte moderno y contemporáneo. Y no es casual, o quiero pensar que es importante pensar que este libro aparece en el año 1979. Justamente es el año en el cual Margaret Thatcher llega al poder en Reino Unido. Poco después Ronald Reagan va a llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, que en cierto modo la performance se institucionaliza como una práctica artística de pleno derecho al tiempo que en el mundo occidental, por lo menos, se produce una aceleración de las políticas neoliberales que determinan, pues, digamos, nuestro modo de vida hasta la actualidad y especialmente en esos últimos 10 años de la Guerra Fría, ¿no? Creo que es importante también tener esas paradojas en la cabeza cuando intentamos pensar la potencia crítica del concepto de performance, ¿no? Y en cualquier caso, y ya termino con esto, en cualquier caso creo que, por lo menos particularmente a mí, lo que más me interesa del concepto de performance tiene que ver con su capacidad para generar conciencia histórica, con el hecho de que la performance nos hace ser conscientes de los múltiples estratos temporales que convergen en nuestra contemporaneidad. Muchos artistas contemporáneos están trabajando con la performance o sobre la performance para pensar la historia del siglo XX. Un buen ejemplo es la performance que acabamos de ver del artista Anaïs Marion, ¿no? Digamos que hay muchos artistas que piensan en la performance como el medio idóneo para hablar de los traumas de nuestro tiempo, de la historia muy violenta del siglo XX, pero al mismo tiempo la performance nos hace pensar en la historia, incluso en la posibilidad misma de construir una historia por esa tensión que también ha señalado mi colega David Cervita hace un momento, esa tensión entre la presencia que habitualmente se le atribuye a la performance y el hecho de que nosotros tengamos acceso a la performance a través de una cadena de mediaciones. Es decir, accedemos a la performance a través de registros, de documentos, de fotografías, de vídeos, de objetos, de archivos, y en esa tensión creo que se puede rastrear la tensión misma con la que se tiene que confrontar cualquier historiador cuando trata de reconstruir un acontecimiento histórico, algo que tuvo lugar en el presente, en un tiempo presente pero ya pasado, cuando trata de reconstruir ese presente digamos, en un formato que pueda transmitirse en el tiempo, que pueda quedar ahí para la posteridad, que dé sentido al pasado, pero desde una disciplina a la que se le presupone un cierto rigor o un cierto peso de verdad. Y bueno, creo que esos problemas relacionados con la conciencia histórica a mí particularmente son los que más me interesa explorar en mi faceta como historiador. Y bueno, esto es lo que tengo que decir al respecto. Voilà, c'est tout, merci. Merci. Du coup, moi je pense qu'aujourd'hui, ou c'est une question plutôt, est-ce qu'aujourd'hui pourrions parler d'un renouveau de la performance? Comment la performance se manifeste actuellement comme discours critique en art et en design? Et peut-être, Anaïs Marion, peut-être on s'approche à cette question, notamment à travers du format de la conférence performance. Bonjour à tous, merci Simone pour l'invitation, pour avoir montré une partie de cette 62 qui pour le coup est montrée en vidéo et non plus, qui perd son caractère performatif peut-être aujourd'hui.
pour répondre à la question, je peux peut-être, et aussi parce qu'on s'adresse à des étudiants, expliquer comment moi j'en suis arrivée à la performance alors que c'était quelque chose qui était a priori pas du tout attirant pour moi dans ma pratique. Et quand j'étais étudiante, finalement, c'est par l'écrit et c'est par le livre que j'en suis arrivée à performer. Alors, j'étais toujours très mal à l'aise pour prendre la parole en période d'examen, pour parler de mon travail et pour montrer une certaine partie de ma production qui prenait la forme d'écrits et de livres. Alors, le livre est toujours un défi à montrer dans une exposition et je m'apercevais que dans des moments où je devais le présenter, comme quand on est étudiant, on est dans des moments où on est associé à nos œuvres, c'est-à-dire qu'on doit parler dessus et les enseignants n'avaient pas le temps de feuilleter ou de lire les choses et je devais moi les présenter. Et j'ai commencé à lire mes textes pour les faire exister, je pense, d'une certaine manière. Alors, la première fois que j'ai fait ça, c'était dans le contexte d'un diplôme et tout de suite, à ce moment-là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de très particulier que j'ai eu envie de développer, non seulement parce que la pratique de l'écriture était quelque chose qui me plaisait parce qu'il plaçait un contexte à mon travail. Comme le disait David, il produisait une sorte de cadrage sur un ensemble d'éléments que j'exploitais, qui produisait comme un focus en fait sur certaines parties de mon travail. Et en plus, il m'offrait la possibilité de montrer, d'activer, de manipuler un certain nombre d'objets qui, quand j'étais encore d'ailleurs à l'école, ont commencé à constituer une collection, une archive. Un petit mot justement sur 762, c'est un texte qui est tiré de mon mémoire de fin de cycle, qui est beaucoup plus long d'ailleurs que le texte qui est performé. Et j'ai commencé cette longue enquête sur les lieux de mémoire et sur les musées de guerre, sur l'écriture de l'histoire, dès 2014, au moment où en France on parlait beaucoup de la mission centenaire, on a assisté à la création de beaucoup de musées. Moi, je me posais vraiment la question de comment est-ce que ces lieux véhiculent des idéologies, comment ces objets, ces supports de communication, ces objets souvenirs véhiculent un ensemble d'informations en soi et les problèmes que ça peut poser dans l'écriture de l'histoire. Et donc, d'un coup, en fait, le fait de lire les textes, de l'accompagner d'une forme de manipulation, je montre, je produis des gestes que je travaille avec mes mains pour les activer d'une certaine manière et peut-être produire un discours critique à propos de ces objets, puisque c'est l'objet de cette table ronde. Et tout de suite, j'ai eu envie de travailler là-dessus. Alors, expérimenter ces formes-là, donner corps à ma collection d'objets, qui est un projet en soi, un work in progress, une collection qui s'appelle Atlas Bellone, qui j'ai commencé en 2014, qui est toujours en cours. Je me suis récemment installée à Verdun entre les deux confinements pour continuer à travailler sur ces sujets-là. Et la performance me permet non seulement d'en prendre une partie, de l'activer, mais aussi de continuer de modifier un certain nombre de textes et d'être toujours dans une recherche. C'est-à-dire que là, j'ai fait la captation de 762 dont j'ai montré un extrait à l'instant. Le texte, il a changé depuis la première fois que je l'ai écrit en 2016. J'ai refait cette captation hier. Le texte a encore été modifié. Je me permets d'ailleurs, pas forcément sur ce texte, mais sur d'autres, d'ajouter des choses en fonction de lieux que je découvre, de nouveaux objets qui arrivent dans la collection, de choses qui se passent dans l'actualité, parce que mon travail est très aussi influencé par ce qui se passe d'une manière générale. Donc le format de la performance me permet de faire ça, d'ajuster. Toujours comme c'est work in progress, se réactive à chaque fois que je suis amenée à les montrer, aussi bien quand il s'agit d'exposition que de performance. Ça me permet de pas forcément dater. Vous avez mentionné la biennale. Après l'école, j'ai montré 2 pièces et j'ai eu
toutes les peines du monde à donner des dates pour les cartels, parce qu'effectivement, il y a dans mon travail des titres qui changent, des modes qui diffèrent en fonction des espaces d'expression, etc. Et puis, pour revenir aussi sur comment j'en suis arrivée là et à la performance. Donc, au départ, c'était pas du tout, j'inscrivais pas ça du tout dans une histoire de la performance. Ça a été très instinctif pour moi, le fait de décréter que à un moment donné, j'allais prendre un temps spécifique pour dérouler une histoire qui avait un début, une fin, que le spectateur était comme ça emmené par ma voix dans un temps que moi je décidais. Et c'est plus tard que j'ai inscrit en fait ce geste-là dans la discipline, si on peut dire ça comme ça, de la conférence performance qui ces dernières années a pris beaucoup d'importance. Je pense que c'est aussi la nature de mon travail d'écriture qui m'a amenée à investir ce champ-là, non seulement parce que les artistes, et pas seulement les artistes visuels, qui empruntent à la conférence performance, sont très transdisciplinaires, c'est-à-dire que ça fait appel à plein de disciplines différentes. Et par rapport à l'histoire, comme le disait Juan, la performance, c'est un matériau parfait pour interroger les différentes strates d'une histoire et détourner la forme de la conférence, qui est par excellence l'endroit où le savoir est donné, avec toutes les questions d'autorité, d'idéologie que ça peut soulever. Tout d'un coup, pour des artistes, venir détourner ce dispositif performatif ou pas, on pourra en discuter, mais est évidemment très séduisant pour plein d'histoires à raconter, si on a le temps peut-être de parler de certaines références qui moi qui ont été très importantes pour moi. Je voulais parler de danseurs, parce que la conférence, d'ailleurs, il y a puisqu'on parlait de vocabulaire et de comment est-ce qu'on appelle, enfin la différence entre performance, performativité et performer. Moi, j'utilise beaucoup le terme de lecture performée plutôt que de conférence performance, mais il y en a plein. Et il y a aussi celle de conférence dansée, par exemple, ou de performance narrative, lecture performance. Moi, j'utilise toujours lecture performée parce que pour moi, c'est d'abord une lecture qui vient activer un certain nombre de choses et qui rentre dans un dispositif performatif, mais il est possible que ça change bientôt. Et par rapport à la danse, justement, c'est une expérience que je commence à faire. J'avais envie de parler de Fanny de Chaillet, qui, dans sa Gonzo conférence, retrace une histoire personnelle à la première personne, qui est quelque chose qui m'intéresse particulièrement aussi, une histoire de la musique qui lui est propre, où elle joint en fait l'acte, les gestes à la parole, comme peut le faire aussi le Guillaume Desanges en tant que critique, quand il fait une histoire de la performance où il explique un certain nombre de choses, et du coup l'active aussi lui avec son propre corps. C'est une manière de reprendre la main, de réactiver avec son propre corps un discours critique, peut-être, pas que, mais voilà. Merci Anaïs. Je pense que maintenant c'est peut-être aussi le temps de rebondir, de faire un petit échange à ce sujet. Je passe à David Serbib ou Juan Albarrán, vous avez envie de rebondir justement sur ce format de la conférence performance, la lecture performée, le renouveau de la performance. David, peut-être d'abord. Oui, si vous voulez, avec plaisir. Oui, ce que décrit Anaïs s'inscrit très bien dans le parcours historique, la présentation historique de l'émergence de la performance par Juan,
et ça s'inscrit comme une espèce d'inflexion intéressante que les artistes contemporains marquent par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que, comme le disait Anaïs, il n'y a pas nécessairement la volonté de s'inscrire dans une réflexion sur un certain médium, une certaine pratique artistique qui s'appellerait performance. Et donc on élaborait, ça peut arriver, il y a des artistes contemporains très intéressants qui sont dans ce rapport très explicite à cette filiation. Là, c'est pas le cas. C'est plutôt le besoin à un moment de rechercher un certain type d'effet, un certain type d'attention, un certain type d'efficacité du geste, de la présence, de la situation d'énonciation. Et le terme qui très souvent apparaît comme très central dans les discours des artistes contemporains, à l'image de ce que Anaïs vient de présenter, c'est l'idée d'activation. Le terme d'activation. Moi, je crois que vraiment une grande pierre de touche comme ça, esthétique et critique aujourd'hui, c'est la question de l'activation. C'est-à-dire qu'on voit comment la performance, au-delà même de cette catégorie artistique qui s'est construite à un certain moment, comme l'a montré Juan, au-delà de cette catégorie, aujourd'hui, ce qui intéresse dans la performance, et là je reprendrai un terme de Catherine Wood, qui est senior curator à la Tête Moderne et qui a beaucoup œuvré à partir des années 2000 pour développer l'attention des institutions à l'endroit de la performance, et notamment du reenactment, mais pas seulement. Elle parle de templates, de modèles d'activation. L'idée qu'on est à la recherche de modèles d'activation et on peut trouver ces modèles dans l'histoire de la performance. Parce que précisément, il y avait ici l'essentialisation d'idées d'une forme qui agit, qui opère ici et maintenant. Donc à partir du moment où, dans des formes de pratiques très très diverses, là il était question justement d'une présentation, d'un discours, d'une lecture au départ, comme si je suis correctement Anaïs, l'idée de comment activer quelque chose à partir de ça. Et donc la performance vient avec un peu son histoire, mais plutôt dans un deuxième temps, mais avec son outillage un peu théorique et terminologique, hein, performer, performance, on va faire varier comme ça le champ sémantique de la performance pour au fond nommer un besoin d'activer des formes, des situations, aussi des institutions. Alors là, ce n'est pas le cas d'Anaïs, mais le monde de l'art contemporain est à la recherche de cette dimension comme ça d'activation. Puisque c'est une revue qui est partenaire de l'événement, et la revue Critique d'art, enfin à travers les archives de la Critique d'art, mais la revue Critique d'art a bien voulu publier une recension que j'ai faite de deux livres sur cette idée de comment on passe de la question de la performance à la question de l'activation, comment ça devient vraiment un levier essentiel dans les pratiques contemporaines. Même les institutions, les musées, ont besoin de cette dimension d'activation. Activer le public, activer les espaces, activer les œuvres, activer les archives, activer les textes. C'est véritablement un enjeu central, je crois. Et ce que nous dit Anaïs est vraiment illustre très bien cet enjeu, je crois, vraiment, hein, cet enjeu de l'activation. Oui, Juan, vous souhaitez rebondir? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con David. Es interesante pensar cómo la expansión de la performance en todos los campos del saber también ha afectado de manera muy especial a las instituciones artísticas, al campo del arte contemporáneo, ¿no? Y en cierto modo creo que la creciente importancia de la conferencia performativa, como la que practica o como la que nos ha mostrado Anaïs Magnan, tiene que ver también con ese deslizamiento desde el arte contemporáneo hacia el terreno de lo pedagógico o de lo académico incluso, participando de un género que en cierto modo también, por supuesto, tiene un interés muy considerable, pero que también tiene un cierto encaje en las instituciones, ¿no? Un encaje relativamente cómodo.
es decir, las instituciones se están interesando cada vez más por la performance. Es evidente, incluso esta mesa redonda, ¿no? Este evento tiene que ver con esa creciente aceptación de la performance, que ha transitado desde un momento en el que la performance era transgresora a un momento en que la performance está perfectamente integrada en los circuitos culturales y que en cierto modo pues responde a los nuevos hábitos de consumo cultural de los públicos. Por tanto, nos encontramos por una parte con públicos que en efecto necesitan hacer. Los públicos no solo quieren mirar, no solo quieren mirar de manera pasiva, sino que quieren participar, quieren tomar parte, quieren actuar, quieren representar, quieren tener nuevas experiencias cada vez más intensificadas, estimulantes y diferentes cuando acuden a una institución pública, a una bienal o, bueno, no solo a un museo, diría que a cualquier institución cultural. Y en eso, pues los museos o las instituciones culturales tienen que responder a esa demanda, no sé si alimentar la demanda, pero sí responder a ella a través de, bueno, de programaciones que sean cada vez más participativas, más abiertas, más performativas. Creo que esto es un proceso que se ha acelerado en las 2 últimas décadas, muy intenso en la última década, y es cierto que ahora ha llegado la pandemia y ha llegado el COVID-19, ha llegado el distanciamiento y está por ver, creo que será interesante pensar en los próximos años si la pandemia ha trastocado o ha ralentizado o ha alterado este proceso de, digamos, bueno, expansión de la performance, esta especie de giro performativo o experiencial que viene marcando la agenda de las instituciones culturales en los últimos años. Vamos a ver, va a ser interesante pensar qué va a pasar sobre esto en los próximos meses o años. Merci. En fait, ce qui me fait rebondir sur ma prochaine question, justement, en fait, si partons du constat que les normes sont des idéologies incorporées et digérées, c'est des valeurs devenues des attitudes normalisées. Nous performons quotidiennement des codes, ces codes modernes, coloniaux établis. Là, maintenant, en fait, est-ce qu'on pourrait rapidement discuter des liens entre art, design, performance et activisme? C'est peut-être une question qui s'adresse avant à Juan Albarrán, qu'on va après offrir. Merci. Sí, creo que es más que evidente que desde los años 70, pero sobre todo diría que desde los 90, hay una cierta confluencia entre performance y diversas formas de activismo, ¿no? La tradición, digamos, la historiografía de la performance siempre había vinculado este medio, esta práctica, con, digamos, la vanguardia artística del siglo XX y, por tanto, la performance estaba marcada con un marchamo de, bueno, de contestación, de rebeldía, de un deseo de impugnar no solo el arte burgués, sino la sociedad burguesa. Y en ese sentido, pues durante gran parte de la historia hemos visto pues que el arte contemporáneo y la performance ha tenido que confrontarse con las miserias de su presente, con digamos, los traumas históricos y en ciertos momentos pues se ha alineado de una manera muy estrecha con la acción política y sobre todo con los nuevos movimientos sociales. Y diría que sobre todo en los años 60 y 70, cuando esa relación particular y muy estrecha entre performance y activismo, pues se lleva, digamos, llega a un extremo, ¿no? A partir de los años 90 creo que hay muchas prácticas relacionadas con el activismo altermundista o antiglobalización, con los movimientos sociales que están pensando en la necesidad de buscar nuevas formas de entender la globalización. Muchas de esas prácticas altermundistas están también, en cierto modo, dialogando o colaborando con prácticas performativas. Diría que están buscando en el repertorio de la vanguardia del siglo XX nuevas formas o nuevas vías para ocupar la esfera pública, para contestar al poder, para ocupar la calle, etcétera, ¿no? De hecho, a propósito de esto mismo,
Peter Weibel, en una exposición muy importante que tuvo lugar en el año 2013 en el ZKM de Karlsruhe, una exposición titulada Global Activism, él reunía toda una serie de agentes políticos, organizaciones no gubernamentales, activistas, etcétera, bajo lo que él denominaba activismo global. Y a propósito de esa exposición, él hablaba de una especie de democracia participativa, es decir, de una democracia performativa, una democracia vibrante que puede rastrearse también en los últimos años, en la cual, digamos, que los ciudadanos de los estados occidentales, principalmente, empiezan a mostrar públicamente un cierto desapego con respecto a los estados, que parece que están fracasando en ofrecer vías de democracia participativa realmente efectiva, estados en los cuales el estado del bienestar vemos que se está deteriorando día a día, y frente a ese progresivo empobrecimiento de las democracias representativas, digamos que surge una democracia performativa, fuertemente politizada, activista, que se manifiesta en un sinfín de de iniciativas, de acciones, de manifestaciones, de formas de activismo. Por ejemplo, una de esas formas de activismo que todos tenemos en la cabeza, que ha tenido un éxito fulgurante, diría, en el último año, ha sido la performance del colectivo chileno Las Tesis, El violador eres tú, ¿no? Que digamos que es algo que surge en un contexto latinoamericano y que, sin embargo, se ha traducido y se ha adaptado a muchos idiomas en muchos contextos alrededor del mundo, ¿no? Así que, bueno, digamos que hay cada vez más formas o más iniciativas en las que se puede ver esa confluencia entre activismo, política y performance de la que hablaba Simone hace un momento. Merci. Oui. David, ouais, je vous laisse réagir. Oui, c'est juste pour prolonger ces remarques très intéressantes. Il faut absolument effectivement mettre en rapport les formes contemporaines de l'activisme politique et une certaine réflexion esthétique et artistique sur les formes de l'activation des œuvres. Car clairement, on remarque des homologies entre des modes opératoires. Pour ajouter quelques exemples à ceux qui ont été présentés par Juan, on peut parler de cas assez significatifs. Bon, il y a eu évidemment, à partir des années 90, les formes de happening, côté de act up, donc cette reprise du terme happening qui vient tout de même du champ de l'art et des néo-avant-gardes. Il y a eu ensuite, on peut repérer très très récemment, c'est un phénomène comme Nuit debout, par exemple. Nuit debout en France, c'était un mouvement assez significatif de cette idée que le seul fait d'être présent dans un espace, d'installer une présence physique collective, suffit à constituer un acte politique. C'est une sorte de présence constituante. C'est pas une déclaration constituante, il n'y a pas une sorte de discours avec un contenu qui serait préélaboré et qu'on viendrait ensuite énoncer pour produire un effet d'adhésion ou de reconnaissance ou la validation d'une représentation comme un élu ou alors un candidat ou bien un groupe politique qui serait représentant d'une catégorie sociale, par exemple, qui viendrait dire « ma parole vient vous représenter ». La manifestation ou le moment de présence, c'est l'acte performatif par lequel cette parole va devenir efficace politiquement. Là, pas du tout. C'est simplement la présence, une présence collective qui appelle ensuite un discours. C'est complètement l'inverse. C'est une espèce simplement de situation de présence dans un espace, mais sur fond de vide discursif au départ. Enfin, de bruit discursif. C'est-à-dire qu'il y a tellement de revendications, y compris contradictoires, qui viennent se mêler, qu'à aucun moment on peut dire « Ah, voilà le mouvement avec certains types de revendications, etc. » C'est d'abord être présent, faire acte, construire une espèce de commun qui passe par de l'espace-temps commun, du l'ici et du maintenant, pour ensuite changer les conditions de production d'un discours politique. Et évidemment, on voit démocratie performative, comme dit Juan, ici, s'oppose directement à cette idée de représentation
politique. Et là, c'est pas représentation au sens artistique, mais c'est représentation au sens politique, c'est-à-dire le fait que la politique, le discours politique serait la propriété essentiellement de certaines catégories qui seraient représentatives. Donc là, il y a tout un effet de questionnement de la démocratie directe, mais c'est même pas la démocratie directe. On est encore dans un autre domaine, vraiment de sorte de préalable, de situation plastique, de simplement production de possibles. Et je crois que la performance aussi a cette, tout à l'heure on parlait d'activation, la performance a aussi cette, y compris dans ce champ politique, de rendre possible, de créer des conditions ou d'interroger les conditions d'efficacité des discours, des formes, des gestes, des présences, pour reproduire du possible, c'est-à-dire remettre à plat, donner à voir les conditions pour éventuellement les critiquer, les changer, voir des paramètres qui n'étaient pas aperçus par cet effet de cadrage justement qui, de façon à justement changer ces paramètres et peut-être produire d'autres contenus, d'autres discours, d'autres effets. Et ça, on le voit vraiment dans ces enjeux de nouvelles mobilisations. Il y a autres exemples, deux exemples. Pussy Riot, où là on a plus le côté, disons, voilà, héritage direct d'un type de manifestation type body art, voilà, où le corps, la présence du corps vient bouleverser une espèce d'ordre moral et politique, mais on ne peut pas dissocier ce type de mobilisation de l'histoire de l'art. Et puis quelque chose qu'on verrait peut-être moins immédiatement lié à ces enjeux, le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, au fond, c'est une compréhension et un usage d'une extrêmement grande efficacité de la performativité des discours et qui joue sur des médiums qui sont activés avec une efficacité extrême. Ce qu'a produit MeToo, comparé à peut-être la deuxième vague du féminisme, c'est assez impressionnant. Enfin, l'efficacité sur les institutions, le retentissement de prise de parole individuelle mise en réseau, c'est assez impressionnant par rapport à, on va dire, certaines vagues de mobilisation féministes du début des années 2000, qui ont opéré une espèce de réactualisation de certaines problématiques. Je parle en France, par exemple. Mais quand on compare à l'efficacité de ces opérations discursives, c'est-à-dire qui passent par simplement des mots-clés, en fait, des mots-clés qui appellent ensuite des déclarations à l'échelle d'abord individuelle, interpersonnelle, comment on passe d'abord de cette présence de la parole pour penser ensuite la structure et ce qui peut faire ensuite mouvement. Là encore, on a quelque chose de performatif. C'est d'abord l'énoncer avant de penser où l'énoncer, comment, quelle légitimité, comment va s'inscrire cette parole dans un régime d'énonciation contrôlé par des processus démocratiques, par la justice, par des lois, etc. Non, on commence par l'énoncer. Et ça, je crois aussi que c'est à inscrire. On commence par l'énoncer et le dénoncer, disons. C'est le dénoncer performatif d'une certaine manière, c'est-à-dire voilà, parce que ça opère souvent sous l'angle de nommer et d'accuser. Mais ça, c'est très performatif et évidemment, ça s'inscrit dans ces tendances très fortes, je crois. Et évidemment, tous les mouvements féministes ont une grande capacité, se sont même construits très, très largement à partir des années 70 sur ce type de mode opératoire où, à défaut d'inscription dans des représentations légitimes, ce qui va devenir une espèce de levier extrêmement fort d'un point de vue critique, c'est la performance. Enfin, une dimension de performance, en tout cas. C'était vrai dans l'art, quand les femmes artistes ont revendiqué une présence dans les années 70, on parle de Caroline Schneemann, par exemple, et tant d'autres. C'est une histoire extrêmement importante dans l'histoire de la performance, mais on voit comment c'est un modèle, en fait, qui est aujourd'hui, on pourrait dire, dans l'émergence des nouvelles formes d'activisme, qui est presque dominant, on va dire, aujourd'hui, en termes d'expérimentation de nouvelles efficacités politiques, quoi.
Anaïs, souhaitez-vous réagir justement en tant qu'artiste qui emploie la performance? Est-ce que en fait vous voyez dans votre discipline justement en tant qu'activiste? Je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Je dirais que non, je me considère pas du tout comme activiste ni comme, le dispositif performatif sur lequel moi je travaille ne fait pas forcément appel à ces types de performances qui viennent d'être évoquées. En revanche, ça pose beaucoup la question du contexte, des endroits, y compris géographiques, dans lesquels se passent les actions performatives, je crois. Tout à l'heure, vous posiez la question de ce renouveau de la performance, et il y a la question de l'espace public, et il y a aussi la question de l'institution. On commence à le soulever tout à l'heure. Et il me semblait intéressant de parler du contexte dans lequel on est parfois invité à performer. Moi, étant donné que je ne performe pas dans l'espace public, c'est souvent des institutions qui m'invitent à performer. Ces moments glissent très souvent parce qu'elle fait événement, la performance fait événement, et mon corps est présent, et du coup, ces moments-là glissent vers des moments de médiation, de rencontre avec le public. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de politiques publiques, de systèmes de financement qui impliquent un autre type de performance pour les institutions qui accueillent des artistes, et des politiques du chiffre, en fait. Quand on invite des artistes à performer, ça fait événement, ça active, comme le disait David, des expositions, ça fait programmation. Et c'est quelque chose qu'on peut live streamer sur Instagram, c'est quelque chose qui va avoir un écho, qui va attirer un public et qui répond à un certain nombre de demandes de toucher le plus de public possible. Et ça implique des systèmes de financement différents. Par exemple, si des institutions culturelles sont encore réticentes à rémunérer des artistes dans le contexte d'exposition, c'est plus compliqué pour la performance. On va inviter des gens comme nous, on aurait dû le faire, être présent à cette table ronde, être là aux côtés des œuvres, et la possibilité de glisser vers des moments de médiation amène la possibilité de passer sur des lignes budgétaires différentes. Et je crois que c'est pas du tout inintéressant de penser ce contexte-là. C'est peut-être beaucoup le cas en France, parce que on le sait encore plus cette année, où les actions de médiation et les performances viennent, tout ce programme-là vient être bouleversé. Comment les subventions qui vont être coupées dans les années prochaines vont peut-être sélectionner des institutions qui vont être amenées à toucher le plus de public possible par le biais d'un certain nombre d'actions. Je pense que c'est pas inintéressant de se poser la question de ce contexte-là. C'est un peu dommage parce que là, je trouve qu'on rentre dans des discussions, dans des sujets super intéressants, et on est un peu là, ça fait déjà 1h15, pas plus qu'1 heure quand on discute. Je sais pas, peut-être pour terminer la discussion, en fait, quelque chose qui me frappe beaucoup quand je vois la performance de Anaïs. C'est quand même aussi la performance. Bon, moi, je vois plein d'aspects politiques quand même aussi dans cette performance, mais c'est peut-être moi, perception en tant que designer qui voit en fait que le design est toujours politique. Et en fait, à travers de votre performance, en fait, je vois justement un défilement des objets, des artefacts de design qui sont activés et qui ont remis en contexte, dans un nouveau contexte. Et peut-être pour terminer cet échange, si vous êtes d'accord, en fait, peut-être on pourrait juste faire un point sur la performance en tant que format de recherche aussi, parce que c'est ça que je vois très, très fort
dans votre performance, Anaïs, et peut-être c'est un dernier point qu'on pourrait évoquer ensemble. Je ne sais pas si Anaïs, si vous souhaitez vous exprimer en premier ou sinon, comme vous le souhaitez. Oui, je peux. Effectivement, pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je suis arrivée à la performance, ce besoin de mettre en forme la recherche qui ne se termine jamais, quelque part, qui n'arrive pas à se clôturer, à produire une forme finie, entre guillemets. Avant de laisser David et Erwan rebondir là-dessus, par exemple, 762 va encore être continué parce que c'est encore une version temporaire que je présente. Je vais peut-être finir ce texte. Je ne suis pas certaine que ça va se finir réellement, mais je vais être en résidence sur les plages du débarquement au mois de juin 2021 si tout va bien. Et j'imagine travailler sur une forme plus définitive. Et d'ailleurs, par rapport aux préoccupations que j'ai en ce moment vis-à-vis de la performance, j'ai envie vraiment là de travailler sur un objet livre à activer lors d'une lecture performance, mais qui soit aussi l'objet qui reste et qui se diffuse de manière autonome sans impliquer ma présence. Merci Anaïs. David, peut-être? Oui. Volontiers, deux mots sur l'idée de recherche comme performance. Ouais, on voit dans ce que nous dit Anaïs que là, évoquer cette dimension de performance. Alors moi, je proposerais de compliquer encore la terminologie en rajoutant la notion de performantiel, c'est-à-dire en fait insister par rapport au processus performatif ou au dispositif performatif, insister sur ce qui relève de la performance au sens de l'événement, les conditions de présence, les paramètres esthétiques, matériels et événementiels qui font que un dispositif performatif, à un moment, performe ou est performé, mais comment, à partir de quelles conditions, d'un point de vue esthétique, véritablement, c'est-à-dire en activant tous les paramètres sensibles, comment ces paramètres modifient le programme performatif, parce que la performativité, c'est aussi un langage qui est un peu programmé pour agir, mais cette action, elle dépend de certaines conditions. Donc je crois que la recherche comme performance, c'est justement interroger dans les dispositifs producteurs de savoir, de valeur, de pouvoir, interroger les dimensions de performance, on pourrait dire les dimensions performantielles qui font que le performatif agit d'une certaine manière ou d'une autre. Et le rôle de l'artiste, c'est au fond de faire varier ces conditions, changer le temps, changer la durée, modifier l'espace, installer autrement la parole, disposer autrement le corps, produire un type de relation ou une empathie de telle ou telle manière, régler l'expressivité de telle sorte que les discours opèrent complètement différemment. On le voit quand Anaïs parle de cette balle meurtrière, comment elle met paradoxalement sans expressivité, comment elle nous fait par ce contraste entre la forme et le contenu en fait de son discours, comment elle fait ressortir justement le caractère presque intolérable de la place de bibelot que peut occuper à un moment cet objet qui est la balle de 7,62. Donc ça, voilà, là ça joue sur ces conditions, disons, performantielles de la performativité. Il faudrait encore détailler un petit peu ça, on va pas le faire ici, mais je pense que l'enjeu d'une performance d'une recherche comme performance, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne joue pas seulement dans l'art. Ce sont des conditions opératoires, y compris dans la science expérimentale et dans la politique. On le voit, il y a aussi une forme de recherche de contenu politique nouveau dans des mobilisations. Là, je parlais comme Nuit debout, mais on voit bien que là, il y a une espèce de recherche ou d'une manifestation comme performance et d'une recherche qui peut être ensuite réfléchie, se dire qu'est-ce qui était efficace dans cette mobilisation, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce qu'on a compris de ce que c'est que la présence dans un espace public qu'on ne comprenait pas avant, etc. Donc il y a cette dimension, et puis je sais qu'il y a des laboratoires scientifiques même qui font de la recherche
alors c'est pas seulement dans les studios des startups de la côte ouest de la Silicon Valley, mais c'est aussi l'idée d'installer le questionnement scientifique dans d'autres modalités opératoires, en tenant compte d'une certaine spatialité, en tenant compte d'une espèce de dimension esthétique, qui implique de ne pas prédéterminer les objets qui sont à l'horizon de la recherche. Il y a vraiment des labos. Je sais qu'il y a un laboratoire d'Uri Alon en biologie systémique qui théorise cette affaire-là et qui invite même ses chercheurs dans son labo à faire du théâtre d'improvisation. Bon, alors ensuite il peut y avoir évidemment on peut voir comment certaines formes extrêmement ouvertes, à la fois de politique et de création, finissent par devenir peut-être des espèces d'outils de créativité qu'on peut implémenter ensuite dans n'importe quel autre système, y compris managérial, etc. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au niveau d'une forme de recherche, la performance apparaît comme une espèce de puissance de déploiement de possibles à partir d'une interrogation des conditions performantielles du questionnement et de la recherche. Merci. Oui, Juan. Sí, brevemente diría que, claro, la investigación y la performance se están acercando en varios sentidos, ¿no? Por una parte, entre las prácticas de investigación, entre la investigación basada en la práctica, pues la performance tiene cada vez más protagonismo. Al mismo tiempo, aquellas performances que tienen que ver con lo académico o con modos de producción de historia y de conocimiento, en cierto modo entroncan muy bien con un cierto giro pedagógico que también ha tenido mucha fuerza en el arte contemporáneo durante los últimos años. Particularmente, como investigador, yo no me siento demasiado próximo a trabajos o a prácticas que tengan que ver con la performance. Sí me siento, lógicamente, o sea, me interesan como objeto de estudio, pero no como procesos. Digamos que soy un aburrido historiador que disfruta pasando muchas horas en una biblioteca, pero sí que me interesa sobre todo la performance como práctica docente, o digamos en mis prácticas docentes. Cuando imparto clases, especialmente en el nivel de máster, sí que me interesa mucho explorar aquellos elementos que tienen que ver con la performance o con lo performativo en trabajos de carácter participativo con los estudiantes. Y creo que ese tipo de trabajo performativo en el aula es extremadamente productivo, satisfactorio y muy gratificante como una práctica docente de carácter activo. Je pourrais ajouter juste un point. Merci. Exactement dans cet ordre d'idées, ce que vient d'énoncer Juan, c'est-à-dire quand on implémente ce type d'opération dans un champ académique ou en école d'art, par exemple, quand on développe une forme de recherche en art, qui peut justement reprendre l'idée de action-based research qu'il y a dans certains champs des sciences humaines, mais qu'on le déploie sous l'angle de performance-based research, là, ça modifie encore cette idée d'ancrage dans l'action. C'est pas seulement l'action qui est en jeu, mais la performance, c'est-à-dire on prend en compte plus de paramètres sensibles que dans la question simplement de l'action. En fait. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse, effectivement. Je vous remercie pour cet échange extrêmement riche. Je pense qu'on pourrait encore continuer. Ouais, parce que il y a beaucoup de sujets qu'on a juste commencé à aborder, j'ai l'impression. Je sais pas, est-ce que vous souhaitez encore partager une réflexion, partager, là, on n'a pas de public pour une séance de questions-réponses comme c'était prévu initialement prévu pour le 31 octobre. Sinon, on reste là en espérant qu'on peut se retrouver prochainement, peut-être un jour, en vrai, physiquement, ensemble. Ok, non, pas de vos réflexions. Ok. Bon, merci beaucoup alors pour le moment
En espérant qu'on trouvera un moment en live, peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci. Merci. À bientôt. Merci, À à bientôt. bientôt.